Bonjour, vous écoutez le podcast de Virage. On vous donne des pistes pour aller de l'avant et ça se fait parfois à contre-courant. Si face à un problème, quel qu'il soit, vous vous êtes déjà dit « j'ai tout essayé, rien ne va, je ne sais plus quoi faire », alors vous êtes au bon endroit. Je suis Marina Blanchard, psychologue, formatrice et fondatrice de Virage. Mon école s'inscrit dans la lignée de celle de Palo Alto, c'est-à-dire de la thérapie brève. Et je suis Peggy Van Lierde, chef d'entreprise, journaliste et coach en développement personnel. Ensemble, nous vous proposons des réflexions pour avancer autrement. Les petites clochettes qu'on a rajoutées dans le jingle, c'est pour l'approche des fêtes de fin d'année, puisqu'on est presque au 25 décembre. L'approche de ces fêtes de fin d'année nous amène à penser à un thème qui vous parlera peut-être. Peut-être que vous faites partie de ceux qui, à l'idée de se retrouver à table avec l'ensemble de la famille, commencent déjà un petit peu à stresser. Dans une famille, il y a plein de tempéraments différents. Oui. Et on pense en particulier aujourd'hui à ceux ou celles qui sont peut-être un peu plus taiseux, qui ont l'habitude de s'effacer un petit peu pendant les repas de famille parce qu'ils se disent ou elles se disent que le frère, la sœur, le papa, la maman, le tonton éventuellement a quelque chose de plus intéressant à dire ou le dit avec, par exemple, plus d'humour. Pour certaines personnes taiseuses, évidemment, c'est, j'ai envie de dire, dans leur tempérament, et ce n'est pas forcément un problème. Pour certains, ça génère un stress et l'approche de ces fêtes fait monter ce stress en se disant « je vais encore me retrouver à table et qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire ?» Le fait d'être taiseux, dans une famille, on a tous dans nos familles des gens qu'on voit plus taiseux, peut être... alors, je ne vais pas dire un choix, mais peut être une posture naturelle pour certains et qui leur convient très bien. Mais effectivement, pour d'autres, c'est vraiment un problème de comment je prends ma place en fait dans ma famille, comment je prends ma place dans une conversation face aux autres personnalités de la famille. Et comme tu disais, à quelqu'un qui a plus d'humour, à quelqu'un qui a plus grande gueule. Voilà. Et donc, dans ces moments-là, il y a certaines personnes qui peuvent être en souffrance. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Alors, on ne va pas dire qu'on cherche la souffrance à tout prix, mais c'est quelque part d'aider des personnes qui pourraient être en souffrance pendant ces fêtes de fin d'année, puisqu'on y arrive doucement. Voilà. Quelque part, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir peut-être un peu ce qui se passe dans la tête, la petite voix dans la tête de la personne qui se tait et qui se retrouve là à l'avance stressée et qui probablement se dit comment est-ce que je vais faire pour cette fois-ci dire des choses intéressantes, comment est-ce que j'aimerais bien avoir une conversation avec ma sœur, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir lancer sur tel sujet qui m'intéresserait ou j'aimerais échanger avec elle là-dessus, comment est-ce que... Voilà, et qui probablement anticipe déjà un peu ce moment-là. Et donc, en se mettant en même temps une forme de pression de qualité des propos. Oui, parce que le risque dans ces préparatifs d'avant-fête, c'est d'arriver complètement paniqué parce qu'éventuellement on aura réfléchi à des sujets ou à des postures qu'on pourrait prendre. Mais on imagine effectivement ce stress grandissant et au final rien de très spontané qui sortira le jour J. Non seulement on ne sera pas spontané, mais en plus, quand on parle, en fait, on n'est jamais certain de dire quelque chose d'intelligent. Et c'est ça qui est difficile, c'est qu'à chaque prise de parole, en fait, quelque part, est une prise de risque. Et c'est sûr que celui qui parle, qui occupe, je vais dire, 90%, 90% de la conversation, il dit peut-être des bêtises, mais il dit forcément des trucs intelligents puisqu'il prend beaucoup, beaucoup de place. Celui qui parle très peu, les choses qu'il dit vont d'autant plus, j'ai envie de dire, attirer l'attention, comme s'il y avait un gros spot tout d'un coup sur le silencieux qui ouvre la bouche, quoi. Et donc, il y a cette pression probablement pour cette personne de se dire, du coup, on va faire attention, si je prends trop de place, ils vont se dire avec quoi il vient, etc. Et donc, c'est vrai que c'est difficile parce que la première chose, j'ai envie de dire, c'est de pouvoir se dire, à partir du moment où je parle, je dois être prêt à dire une bêtise. Parce que le projecteur, à ce moment-là, sera sur moi. Et en plus, voilà, et en plus, le projecteur sera sur moi. Et donc, la tendance, évidemment, de ces personnes-là, c'est donc de préparer, d'anticiper, de se dire, cette fois-ci, j'irai, je me lancerai, et puis au moment de la fête, en fait, de ne pas le faire. Parce que le projecteur est là et que c'est trop flippant. Voilà, exactement. Et que donc, je ne peux pas prendre le risque de dire une bêtise, et donc je m'écrase à ce moment-là. Ou bien je dis d'une petite voix, et puis quand mon frère parle plus fort et balaye ce que j'ai dit, j'insiste surtout pas, je me tais, je me dis, c'était mieux que je ne dise pas, en fait, etc. Et puis, et ce qui arrive aussi parfois, c'est qu'on se dit, j'aurais bien réagi de telle ou telle manière, et puis dans sa tête, on se dit, ah non, je ne suis pas sûre, c'est peut-être pas le moment, etc. Et puis en fait, le frère, la sœur qui
se trouve à côté va le dire. Oui, et là, on va se dire, ah bah zut, je pensais la même chose et je ne l'ai pas dit. Tout à fait. Ah oui, oui, avec des blagues. Très souvent, les personnes timides, quand elles consultent, elles expliquent qu'elles ont des idées que d'autres disent et puis qui font rire d'autres, mais qu'elles n'ont pas osé sortir parce qu'elles ont peur que leur blague à elles tombe à plat, etc. Et donc, effectivement, elles s'empêchent de dire. Et donc, une des premières choses qu'il faut se demander, c'est finalement, en me taisant, est-ce que j'ai pas encore l'air plus idiot qu'en disant quelque chose? Je prends parfois cette image, même, je pense à un client en coaching qui venait dans le cadre plus du boulot, là, parce que aussi, problème de prendre la parole dans les équipes, dans les réunions d'équipe, les échanges, et à qui je disais, voilà, si quelqu'un est attendu pour faire une prestation, là, moi, j'avais pris l'exemple d'un plongeon en natation et qu'on attend un plongeon superbe de la personne, etc. Et qu'elle monte sur le tremplin ou de la girafe même, parce que voilà, c'est quelque chose de plus... Spectaculaire. Voilà, spectaculaire, merci. Et qu'en fait, au moment où elle y est, finalement, elle renonce. Est-ce qu'elle aura l'air moins bien en renonçant ou en faisant un plongeon qui ne soit pas parfait? Et en fait, souvent, la personne se rend compte et ce coaché me disait, bah oui, si elle renonce, c'est encore pire, quoi. Ça fait encore plus nul, entre guillemets, que de faire un truc qui n'est pas parfait, parce que déjà d'avoir sauté de la girafe, il y a déjà la moitié des gens qui se disent, oh, il fallait oser, quoi. Et donc, effectivement, pour les personnes qui ont cette peur de prendre la parole, la première chose, c'est de se dire, il va falloir la prendre un moment ou un autre, parce que tant que je ne la prends pas, moins je la prends, finalement, plus ça devient difficile, plus le temps passe. Et donc, plus il y a un risque, évidemment, à ce que tout le monde se retourne et dise « Ah, cette fois-ci, tu causes Et ça, c'est terriblement paralysant. Terriblement paralysant. Et donc, on doit préparer ça, en fait. Et quelque part, pour moi, ce qui est important, c'est que la personne puisse préparer le fait de dire une connerie. Alors, j'emploie un mot, un vilain mot, mais parce que je pense que c'est ce qui se passe quand même dans la tête, c'est ce qu'on se dit, il ne faut pas que je dise une connerie, il ne faut pas que je dise une connerie. Et donc, quelque part, c'est important de pouvoir se préparer et se dire je pourrais dire quelque chose qui n'est pas intelligent. Et donc, comment, du coup, intervenir quand même, comment parler, comment oser parler malgré le risque, parce que si on ne prend pas le risque, oui, on peut ne pas prendre le risque, mais du coup, on reste celui qui ne fait pas le plongeon, et donc on déçoit quelque part, on garde cette image négative. Et si je prends le risque, moi, souvent, ce que je conseille, alors, c'est d'annoncer le risque. Donc, si ce dont j'ai peur, alors après, ça va dépendre évidemment de la personne, dans les gens qui nous écoutent, peut-être certains ont peur d'avoir l'air idiot, mais peut-être d'autres ont peur de prendre trop de place. On peut avoir des peurs différentes, de la réaction du frère aîné qui va rabrouer. Pour d'autres, je ne sais pas, ça peut être la peur de dire quelque chose peut-être trop intellectuel et qu'on va dire, t'es nouveau avec des trucs trop intellectuels. Enfin voilà, on peut avoir des peurs différentes. Et je pense que c'est vraiment important d'aller chercher de quoi j'ai peur. Et donc, maintenant, je vais revenir sur l'exemple dont on a parlé. J'ai peur de dire quelque chose d'idiot, par exemple. Et du coup, de pouvoir utiliser ça pour embrayer, pour commencer la conversation et de dire, c'est peut-être idiot, et puis de dire les choses. La chose que les propos que j'aurais envie de dire, voilà, c'est peut-être un sujet qui ne va pas m'intéresser, mais j'avais envie de te poser la question, tiens, toi, avec les enfants, comment tu fais? Si je veux parler avec ma sœur, par exemple, d'un truc avec les enfants. C'est peut-être, et que j'ai peur que ça ne l'intéresse pas. Et donc, aller repérer la peur, qui est en fait une info, on en a déjà parlé, les émotions, elles sont vraiment super importantes et en général aidantes, en fait. Et donc, voir la peur, là, quelle info elle nous donne. Donc, j'ai peur d'avoir l'air bête, j'ai peur de prendre trop de place, mais de dire, je ne veux pas prendre toute la place, mais moi, j'avais envie de discuter avec vous de tel sujet. Et donc, de pouvoir utiliser la peur et l'annoncer. Et donc, surtout, plutôt que d'avoir cette peur, de la garder à l'intérieur, de se refermer de plus en plus, et du coup de ne pas participer à la conversation, puis de commencer à, du coup, parce que souvent ce qui se passe, c'est que la voix à l'intérieur, elle continue à prendre de la place et elle dit, ah, tu vois, t'es bête, tu dis rien, ils vont de nouveau se dire que tu dis rien, et en plus tu t'embêtes à ces réunions de famille, t'as pas de place dans ta famille où personne ne t'aime, etc. Toutes des propos qui sont pas des vérités, qui sont des croyances qui se développent, c'est la petite radio intérieure. Pour moi, c'est vraiment important de plutôt se dire, j'ai peur d'avoir l'air bête, je vais dire, voilà, c'est peut-être bête ce que je vais dire, mais... Et en fait, se donner finalement cette autorisation de prise de parole va permettre aussi de sortir de sa tête, parce qu'on se pose effectivement 100 000 questions, et finalement, on est plus fort présent dans le dîner familial, concrètement, dans la conversation qui est en train de se passer, à force de se poser 1000 questions avant d'oser dire quelque chose.
Tout à Donc fait. cette annonce, voilà, c'est un peu le menu finalement, le menu de son état d'esprit, de pouvoir en fait l'annoncer, de dire ben voilà, ça c'est le ton sur lequel je souhaite le dire ou le propos que je souhaite aborder. Et j'aime bien ce que tu dis en disant c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais Ça permet de se dire, parce qu'après, si soit c'est idiot, mais les autres se disent, elle s'en rend compte et donc elle n'est pas idiote, même si les propos sont pas. Soit c'est pas idiot, et dans ce cas-là, voilà, ça passe comme ça. Et d'ailleurs, c'est un stratagème qui est utilisé régulièrement par des grands managers, etc., quand ils parlent, parce qu'ils se protègent du coup de ce que les autres peuvent penser d'eux. Hein. oui. Donc, c'est une stratégie qui est vraiment intéressante. Il faut vraiment aller chercher de quoi j'ai peur et pouvoir vraiment utiliser plutôt que fuir cette peur quelque part. Et pour ne pas, tu as raison, hein, parce que sinon, on parle de rester dans sa tête, on retrouve notre mille pattes, dont on a parlé à un épisode précédent, mais c'est vrai, c'est au lieu de parler, finalement, je reste en train de tourner, en train de me dire comment est-ce que je parle, comment je vais parler, comment je vais le dire, et puis on ne le dit jamais, et puis on ne parle pas, et on reste enfermé là-dedans. Et j'ai envie de dire, la soirée ou la fête, en tout cas, n'est plus une fête. Voilà. Oui. En tout cas, pas pour cette personne qui vit déjà le repas familial avec beaucoup de difficultés. Et si on imagine le scénario de j'ai peur de dire quelque chose parce que mon grand frère, ma grande sœur a l'habitude de me rabrouer, de me fermer mon clapet quand j'essaye de l'ouvrir. Voilà, est-ce que là, on aurait aussi une petite phrase un peu dans la même idée que annoncer, je vais peut-être dire une bêtise, mais... rien n'empêche de dire, tu vas sans doute pas être d'accord, Paul, et donc là, je prends quelque part le contrôle sur la conversation, parce que si Paul n'est pas d'accord après, je peux même lui dire, oui, mais ça, je l'aurais parié, je sais bien que systématiquement, de toute façon, et c'est chouette parce que ça fait un débat d'idées peut-être, ou pas, hein. Enfin voilà, après ça, il faut voir ce que j'en fais, mais ça peut être une manière de dire, voilà, ou bien, voilà, vous allez probablement me couper, mais, et puis je peux dérouler ce que je veux dire. Et donc, c'est plus difficile pour les autres de couper après. Et puis, s'ils le font, ça me donne raison. Je peux en plus dire, oui, je savais bien que je ne pourrais pas aller au bout de ma phrase. Tant qu'à préparer le propos, de le préparer en se disant, voilà, et si maintenant l'autre me coupe, alors, comment est-ce que je peux rebondir et rester dedans? Parce que du coup, c'est moi qui continue à tenir les rênes quelque part de cette conversation. Je garde une certaine forme de contrôle en annonçant les choses. Donc, que retenir aujourd'hui de cet épisode ? Que ce soit un repas de famille ou dans un tout autre contexte du travail, par exemple, où on doit prendre la parole et on a plutôt tendance à se taire parce qu'on a peur de dire quelque chose qui ne serait pas adéquat, qui serait peut-être idiot ou mal jugé. Le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'abord pouvoir repérer cette peur pour s'en servir et s'en servir pour en fait annoncer les choses. Et d'une certaine manière, en annonçant les choses, on va atténuer cette peur parce qu'en annonçant, par exemple, je vais peut-être dire quelque chose d'idiot, eh bien, on autorise éventuellement l'autre à penser que ça pourrait passer pour quelque chose d'idiot. On espère qu'avec ces petits conseils, si vous êtes parmi ceux qui appréhendent la fête de famille, eh bien que ça pourra vous servir. On espère que ça peut servir aussi dans un autre contexte. En tout cas, on vous souhaite un très joyeux Noël.